Alors nous allons poursuivre sur la notion d'évaluation d'itinéraire dans un objectif un peu différent, celui de limiter l'utilisation d'un intrant qui est le plus ancien en œnologie, qui est le dioxyde de soufre, le SO2. Alors depuis plusieurs années, l'évolution des pratiques et des moyens techniques ont permis une forte diminution des teneurs en SO2. Alors beaucoup de vins aujourd'hui ont des teneurs très largement en dessous des quantités maximales autorisées. Preuve en est le suivi, le résultat des suivis SAQ des interprofessions. La réglementation, de son côté, a évolué avec une réduction ces dernières années importante des teneurs en sulfite, et la dernière diminution date de 2009, où la teneur en SO2 total autorisée a été diminuée de 10 mg par litre. La nouvelle réglementation, notamment des vins bio, intègre également des nouvelles baisses de ces teneurs en SO2, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce SO2, donc, qui est un composé chimique exogène, peut avoir des effets négatifs sur la santé de certains consommateurs, et les recommandations récentes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fixe la dose journalière admissible à 0,7 mg par kilo de poids corporel, font que ces recommandations couplées aux attentes des consommateurs en matière de qualité sanitaire, tout ceci fait que réduire encore les teneurs en sulfite reste un impératif. Alors c'est une problématique ancienne, mais qui reste plus que jamais d'actualité. Pour en rappel, quelques rappels sur l'état et propriétés du SO2. Donc l'anhydride sulfureux, SO2, reste un outil précieux pour le vinificateur du fait de son large spectre d'action. Il est facile de plus à utiliser, il est peu coûteux. Ses propriétés sont à la fois antioxydantes, antioxydasiques, antiseptiques, et il permet de préserver le niveau qualitatif des vins que nous connaissons et apprécions aujourd'hui. Alors, du fait de toutes ces propriétés, il est difficile à remplacer, et il n'existe pas encore de produit à ce jour de remplacement, de substitution. Alors, ce SO2, ses propriétés sont intéressantes parce qu'il se présente sous différentes formes. Alors, tout d'abord, le SO2 total se compose de ces différentes formes. Alors, le SO2 actif représente la propriété antiseptique du SO2. Le SO2 libre, représente la propriété antioxydante du SO2. Et on trouve une part importante de SO2 combiné à différentes molécules qui n'a pas, lui, de propriété technique. Donc, la somme de ces trois formes forme le SO2 total, et c'est bien le SO2 total qui est pris en compte au niveau réglementaire. Alors, l'état des lieux des précédents travaux, donc depuis 10 ans, plusieurs travaux ont été menés pour essayer de trouver des solutions alternatives chimiques, biologiques ou physiques. L'IAV a notamment travaillé ces dernières années sur l'imitation de l'émission de teneur en SO2 sur vins moelleux et liquoreux dans le cadre d'un programme AQS Mutage de 1999 à 2003, mais également au sein du programme Orwine sur l'acquisition de référence de la vinification biologique de 2006 à 2010. Récemment, depuis 2009, un programme national France-Agrimer a été initié sur la réduction des sulfites. Il est coordonné par l'IFV et contient plusieurs partenaires, différents centres IFV, le Centre du Rosé, l'INRA, Interloire, l'ICV, le CIVC et le CIVRB. Alors, le programme réduction des sulfites est un programme, je vous le disais, mis en place dans plusieurs régions, sur différents cépages et différents types de vins. Alors, vin blanc sec, vin rosé, vin rouge et effervescent. Les essais sont réalisés entre les partenaires en réseau, avec un protocole commun, et de 2009 à 2012, jusqu'à présent, 60 essais au total ont été réalisés. Nous travaillons au sein du Vinopole, nous, plutôt sur vin rouge, sur cépage merlot. Et ce programme a pour objectif de comparer, là aussi, des itinéraires qui intègrent des alternatives à l'utilisation des sulfites, dans le but de préciser, cette comparaison a pour but de préciser les limites d'une réduction sévère en SO2, et de tenter de produire des vins à teneur finale en sulfite au moins inférieure à 100 mg. Alors, un point important, ces itinéraires, nous les voulons non utopiques, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en compte le caractère durable. Ils doivent être d'un point de vue acceptable d'un point de vue économique et environnemental, et transférables aux conditions de la pratique. Alors, la démarche originale entre tous les essais de ce programme, et novatrice aussi, c'est que c'est l'objectif global de chaque itinéraire qui va être commun, quel que soit le type de vin, quelle que soit la couleur du vin aussi, qui va être commun à chaque essai. Alors, voici en illustration les itinéraires qui sont comparés et leurs objectifs. Alors, le premier itinéraire, c'est l'itinéraire que l'on appelle référence, qui favorise optimisation et sécurité à la fois.
Alors, il représente les bonnes pratiques d'emploi des sulfites de la région considérée, et le niveau, dans ce cas, de SO2 total dans les vins est voisin de celui que l'on trouve dans les suivis SAQ. L'itinéraire I2, lui, correspond à une réduction de la teneur finale en sulfite de 50%. Alors, par rapport à I1, bien sûr, soit en supprimant en connaissance de cause l'apport de sulfite à certains stades de l'itinéraire, ou bien en diminuant systématiquement par rapport à I1 la teneur en sulfite. Alors cet itinéraire est transférable à court terme auprès des praticiens et il doit préserver les équilibres sensoriels des produits étudiés. La troisième modalité étudiée à ce jour correspond à un objectif de teneur finale minime en sulfite inférieur à 10 mg par litre, produit qui ne nécessite pas, sur la mention contient des sulfites sur l'étiquette. Alors là, c'est un itinéraire différent qui va devoir être adapté et raisonné à l'absence de ces sulfites. Alors, dans ce cas, une évolution organoleptique des vins étudiés est attendue et également acceptée dans le cadre des essais. Alors, sur ces trois modalités, l'ensemble des vins ont été suivis en cours de vinification, d'élevage et de conservation par des analyses physico-chimiques et aromatiques, mais également un suivi régulier microbiologique et sensoriel. Alors, pour illustration, un exemple d'un essai que l'on a conduit dans le cadre du Vinopole sur vin rouge en 2009, donc une vendange de Merlot en AOP Bordeaux, d'un bon potentiel qualitatif, l'état sanitaire était satisfaisant, une maturité technologique atteinte, mais une récolte qui a été réalisée en début de maturité phénolique, donc pas de vendange en surmaturité. Les trois modalités précédentes que je vous ai présentées ont été comparées avec 2 répétitions. Et les vinifications ont été conduites à l'échelle pilote sur des volumes d'1 hecto. Alors, sur les principaux résultats de cet essai que l'on a conduit donc en 2009, les 3 vins étudiés sont restés, on va dire, marchands, c'est-à-dire que les teneurs en acidité volatile ont été comprises entre 0,25 et 0,27 g par litre d'H2SO4. On n'a pas observé d'analyse de différence au niveau des analyses microbiologiques. Et on a également observé, d'un point de vue plus physico-chimique, une différence de potentiel polyphénolique entre les vins I2 et I3, donc qui représentent des teneurs plus faibles par rapport à la référence. I2 a un potentiel en polyphénol inférieur de 7% et I3 inférieur de 15%. Alors, je vais revenir peut-être un petit peu en arrière parce que, voilà, je vais vous présenter, avant d'aller plus loin sur les différences d'analyse sensorielle, la composition exacte des itinéraires que l'on a comparés. Donc, voici les principales variantes mises en œuvre aux différents stades de l'élaboration. Donc, sur l'itinéraire 1, on a sulfité donc l'avantage à 5 g, un sulfitage à 5 g hecto également fin FML. En cours d'élevage, l'objectif d'SO2 libre était de 28 mg par litre. Alors, pour avoir au final un SO2 actif de 0,6 mg par litre qui a été calculé à partir du profil analytique du vin. Et au conditionnement, ce même objectif de SO2 libre a été maintenu. La filtration frontale a été réalisée sur 3 et 1 micron. Et au final, le vin contenait 58 mg par litre après mise en bouteille de SO2 total. Alors la modalité I2, on a divisé systématiquement les apports de sulfite et les objectifs en SO2 libre de moitié par rapport à I1. On a procédé sur certains stades, notamment élevage et conditionnement, à l'application de l'inertage. On a réalisé une flash pasteurisation à ce stade, au stade élevage juste après FML, en début d'élevage, et une filtration par MFT avant mise en bouteille. Alors, dans le cas de la troisième modalité, c'est un vin qui a été élaboré sans sulfite, sans apport de sulfite, quel que soit le stade. Par contre, sur cet itinéraire-là, on a appliqué un niveau d'hygiène soutenu pendant tout le processus d'élaboration, également de l'inertage aux différents stades, toujours la flash pasteurisation après FML, et également une filtration MFT, donc la microfiltration tangentielle avant mise. On a également, un point important aussi, sur vendange, procédé à un levurage très précoce. Alors, je vous ai présenté donc les principaux résultats analytiques, un petit peu en avant, parce que je pense que la diapositive a été un petit peu intercalée. Par contre, sur le suivi de l'analyse sensorielle, donc ces 3 vins ont été dégustés en vin jeune après 9 mois d'élevage ou après 6 mois de conservation en bouteille par test triangulaire. Et on commence à voir apparaître des différences significatives après 6 mois de conservation en bouteille. Par contre, la qualité de ces vins rouges dans le cadre de ce programme est suivie pour les vins de moyenne ou longue garde au cours du temps. Et voici les résultats après 2 ans de conservation en bouteille sur la qualité des vins.
Alors ce graphique représente donc le profil sensoriel, c'est des graphiques que vous commencez à voir un petit peu, dont on a l'habitude. Ça représente le profil sensoriel des différents produits. En abscisse, vous avez l'ensemble des critères et en ordonnée, les notes moyennes données par le jury pour chacun des critères. Alors vous avez sur ce graphique en bleu ciel donc le vin référence, l'itinéraire 1, et en couleur bleu foncé et jaune les deux autres itinéraires. Alors, à partir de 2 ans de conservation en bouteille, on a vu des différences et des écarts avec un décrochage un petit peu qualitatif entre les vins. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on note des différences au niveau de l'évolution de la couleur, où le vin référence présente une couleur moins évoluée. Il présente également un fruité qui est plus fruit frais que celui des deux autres modalités, une qualité au niveau olfactif qui a été mieux notée, des tanins également de meilleure qualité et une appréciation gustative et une note globale supérieure. Donc voilà un peu en illustration des travaux du programme actuellement engagé. Voici une illustration d'un essai et des résultats que l'on commence à obtenir régulièrement. Alors pour ce qui est des travaux plus généraux du réseau national mis en place donc, depuis 2009 et jusqu'à 2012, ce que l'on peut dire sur l'itinéraire 2, qui correspond donc, je vous le disais, à moins 50% de sulfite par rapport à la référence, c'est que l'on observe là aussi, quels que soient les essais, des différences physico-chimiques, donc que ce soit au niveau de l'acidité, du potentiel polyphénolique, mais également des différences microbiologiques, mais dans le cas de cet itinéraire, restent acceptables. Au niveau aromatique et sensoriel, on observe également des différences assez tôt, principalement sur les vins à forte identité thiol. Mais globalement, sur l'ensemble des essais, les vins de cet itinéraire sont souvent jugés un peu moins intenses par des pertes de composés aromatiques, mais plutôt tournés sur le type oxydatif, mais ils restent dans l'espace sensoriel convenu, du moins en vin jeune et sur les premiers mois de conservation. Pour ce qui est de l'itinéraire 3, donc teneur faible en sulfite, donc inférieure à 10 mg par litre, on constate sur vin blanc et rosé surtout une augmentation et une évolution de la couleur dans le temps. Alors plutôt une évolution sur des teintes plus jaunes et moins rouges et moins qualitatives, on va dire. Et on observe également une augmentation de l'acidité volatile. Alors toujours dans des proportions acceptables, puisqu'on a, dans le cadre du réseau, on a toujours élaboré des vins marchands. Et on travaille essentiellement aussi sur vins secs. Au niveau population de micro-organismes, donc on trouve des différences significatives entre les modalités. Alors ça peut être problématique en cours d'élevage, surtout quand on se trouve en présence de flore d'altération, mais déterminé assez tôt, on peut par des techniques physiques, telles que la filtration, pallier à ce problème, en dehors des problèmes de flore d'altération. En ce qui concerne les pertes de thiol, au niveau aromatique, on retrouve des pertes en thiol variétaux, mais parfois sur cet itinéraire-là, des pertes en acétate, et sur les vins rouges, par contre, un gain en damacénone. Le profil sensoriel dans ce cas est modifié de façon plus importante que dans le cas d'I2, surtout sur des notes d'oxydation qui apparaissent dans le temps et des notes qui sont fruitées, qui sont jugées plus fruits mûrs que fruits frais. Donc voici les principaux résultats, les grandes lignes qui se dégagent des travaux du groupe national. Alors, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que, on le constate, des efforts déjà engagés ces dernières années ont été réalisés. On peut se permettre de diminuer un peu plus les quantités de SO2 utilisées, et ceci est transposable en cave, preuve en est l'élaboration de vins bio. Réduire plus fortement les teneurs en sulfite entraîne des difficultés qui vont être variables selon les millésimes, le cépage, mais également l'équilibre physico-chimique du vin et le profil produit du vin que l'on souhaite élaborer. Alors, réduire fortement les teneurs en sulfite, ça nécessite une démarche qui va nécessiter une meilleure connaissance, ou du moins une connaissance assez précise des caractéristiques physico-chimiques de son vin, de sa vendange au départ et de ses vins. Également une bonne connaissance de son profil produit, pour pouvoir le conserver cet objectif qualitatif. Et ça va nécessaiter une modification des habitudes de travail, c'est-à-dire un suivi plus régulier, ça doit paraître logique, mais encadré avec son œnologue sur la bonne maîtrise des fermentations, donc utilisation de levurage précoce, utilisation éventuellement d'utilisation de levain malolactique pour accélérer le déclenchement de l'AFML et ou des co-inoculations, un suivi du SO2 libre et du SO2 actif que l'on calcule à partir du dosage du SO2 libre et d'autres critères physico-chimiques. Le taux de combinaison, lui aussi, est un outil qui va être intéressant à utiliser pour gérer ce type d'itinéraire. L'acidité volatile qui va devoir être suivie et également l'oxygène dissous que l'on peut aujourd'hui
évalués grâce aux appareils de mesure dont on dispose un peu plus de façon en routine et un peu plus précisément aux différents stades. Les contrôles microbiologiques sont nécessaires, et là aussi on dispose, et on vous en présentera notamment un exemple dans la présentation suivante, on dispose de plus d'outils microbiologiques pour suivre ce type de produit. Alors ce qu'il faut privilégier, c'est le contrôle, mais c'est également limiter les expositions de ces vins à l'oxygène, alors par l'inertage essentiellement, lors du traitement, mais également des transferts. Être vigilant et une bonne maîtrise des filtrations, des conditions de filtration et de mise en bouteille, mais également des conditions de conservation. Alors, ce que l'on peut dire actuellement dans l'état actuel des connaissances et des moyens techniques dont on dispose, c'est que ne pas sulfiter du tout reste à ce jour une pratique quand même hasardeuse et non recommandable, bien que l'on ait tous goûté des réussites commerciales de vin sans sulfite. C'est vrai qu'actuellement, il faut quand même avancer dans cette modification de démarche progressivement. Au niveau des perspectives, alors il faut poursuivre bien sûr les recherches sur de nouvelles alternatives qui pourraient remplacer le SO2, mais qui soient également acceptables d'un point de vue économique, environnemental et sanitaire surtout. Les techniques physiques, on les a testées dans nos itinéraires, seront pour accompagner ces itinéraires dans l'avenir des outils précieux. Et surtout repenser, c'est un point final mais intéressant et nécessaire, les conditions de conditionnement et de transport des vins. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et je vous remercie pour votre attention.